Vous avez sûrement déjà vécu cette soirée d'été où on part s'allonger dans un champ, observer les étoiles. On se sent tout petit quand on observe ce ciel immense, voire infini. Au plus il fait noir et au plus de nouvelles étoiles semblent apparaître. Et face à cette immensité qu'est l'univers, on se pose bien des questions. Les peuples mayas, Ptolémée, Galilée, Copernic, Newton, Einstein, depuis toujours, l'homme a les yeux rivés vers le ciel. Et encore aujourd'hui, les scientifiques, astrophysiciens, entrepreneurs ont la tête dans les étoiles en dévoilant des projets de plus en plus fous. Depuis que l'homme est homme, il contemple le ciel, les yeux levés vers lui. Mais une question persiste. Depuis plus de 2500 ans, sommes-nous seuls dans l'univers ? La science-fiction a bien nourri cette idée d'extraterrestres. De petits bonhommes verts aux monstres voulant nous envahir, en passant par cette chose. Ça fait des années que le cinéma se régale autour de cette idée d'extraterrestres. Aujourd'hui, on sait qu'on a beaucoup plus de chances de tomber là-dessus que tomber là-dessus. Notre galaxie contient entre 200 et 400 milliards d'étoiles. Et il y aurait ce nombre de galaxies dans l'univers observable. Et l'univers observable représenterait au plus 2% de tout notre univers. Bref, c'est grand. Alors certains pensent que la présence d'une autre forme de vie dans l'univers serait un miracle, mais en réalité c'est plutôt l'inverse qui en serait un. Notre histoire est faite de pionniers de l'exploration spatiale. Tout commence pendant la guerre froide, quand les États-Unis et l'URSS jouent à qui ira le plus loin. D'abord, les Russes envoient le premier être humain en orbite autour de la Terre, la chienne Laika, puis le premier homme, Yuri Gagarin, et là, les Américains disent « We choose to go to the moon ». En 1969, le monde entier est bouche bée face à ces images. Neil Armstrong est le premier homme à poser un pied sur la Lune, suivi de Buzz Aldrin. S'en suivent des missions Apollo pendant quelques années où les hommes vont aller sur la Lune. Et puis un jour, on n'en a plus rien à foutre. Et dans les années 2000, l'industrie du spatial se réveille et on a envie d'y retourner. Et c'est grâce à certaines personnes comme Elon Musk. Alors je sais que cet homme et ses actions sont beaucoup controversées, mais on peut pas se cacher que quand même, il a grandement participé à réveiller l'industrie du spatial. Et donc depuis le début des années 2000, plusieurs missions se sont lancées, et aujourd'hui on compte retourner sur la Lune avec la mission Artemis, ou même aller sur Mars. Depuis 1960, on a envoyé près de 200 sondes dans l'espace. L'objet technique qui est allé le plus loin, c'est la sonde Voyager 1 lancée en 1977. Elle va à une vitesse de 16,6 km par seconde et elle se trouve actuellement à 140 fois la distance Terre-Soleil de nous. C'est la sonde la plus rapide jamais envoyée par l'homme et elle a quitté le système solaire récemment après 40 ans de voyage. Que représente cette vitesse ? Eh bien, si Voyager 1 était dirigée dans la bonne direction, à cette vitesse, elle mettrait 80 000 ans à atteindre l'étoile la plus proche de nous, Proxima du Centaure. Bref, si on veut aller voir ailleurs, vaut mieux s'y prendre tôt. En fait, vaut mieux observer les étoiles et les exoplanètes d'ici plutôt qu'aller là-bas. Et c'est ce qu'on fait. Aujourd'hui, les astrophysiciens sont dotés de très bons moyens pour obtenir des informations sur tout ce monde qui nous entoure. Ils ont des télescopes sur Terre, mais aussi dans l'espace, comme le James Webb Telescope, qui est un bijou technologique à 10 milliards de dollars. Mais qu'est-ce qu'on cherche au juste ? Eh bien, ces astrophysiciens ne cherchent pas des petits bonhommes verts ou des gros vaisseaux spatiaux, mais plutôt des planètes. On cherche des exoplanètes. Alors on pointe notre télescope vers une étoile et on regarde ce qui se passe. La luminosité de cette étoile peut baisser. Ça veut dire qu'un gros objet passe devant et fait une zone d'ombre, comme une planète par exemple. Ça, c'est la méthode des transits. Aujourd'hui, on utilise plutôt une autre méthode. Quand une planète orbite autour d'une étoile, cette étoile bouge légèrement. Elle change légèrement de position. Donc en l'observant, on peut trouver sur son spectre
un décalage. C'est l'effet Doppler-Fizeau. Maintenant qu'on a trouvé une planète, il faut savoir à quelle distance elle se trouve de son étoile. Si elle est trop proche, il fait trop chaud, si elle est trop éloignée, il fait trop froid. En fait, il faut qu'elle ait pile la bonne température pour que de l'eau soit présente à l'état liquide. Il faut que cette planète se trouve dans ce qu'on appelle la zone habitable de son étoile. Dans notre système solaire par exemple, la zone habitable se trouve ici. Et on est pile dedans. Et heureusement, parce que sinon on serait pas là. En fait, la zone habitable dépend de la taille et de la puissance de l'étoile. Sur ces planètes présentes dans la zone habitable de leur étoile, on a de grandes chances de trouver de l'eau à l'état liquide, de la matière carbonée et de l'énergie, qui sont les conditions nécessaires à l'apparition de la vie. Du moins, telle qu'on la connaît. Et ça, on peut le faire en étudiant le spectre de rayonnement d'une planète. Finalement, vous commencez à comprendre que j'adore foutre des maths un peu partout, alors on va en faire un peu. Promis, c'est pas compliqué. L'équation de Drake. Alors je parle pas de ce mec, mais plutôt de lui, Frank Drake. C'est un astronome américain qui en 1961 a formulé une sorte d'équation qui nous permettrait de savoir si on est seul dans notre galaxie ou bien si on peut se faire des copains. Elle reste très utilisée pour réfléchir sur le sujet, mais elle présente quelques problèmes, et on va voir ça ensemble. Cette équation, c'est celle-ci. N est le nombre probable de civilisations avec lesquelles on pourrait rentrer en contact dans notre galaxie. Et pour le calculer, on va juste multiplier plusieurs termes entre eux. Rien de compliqué. R étoile est le nombre d'étoiles qui se forment annuellement dans notre galaxie. Ensuite, on a FP qui est une fraction. C'est la part d'étoiles dotées de planètes. Aujourd'hui, on estime à peu près que dans notre galaxie, il y a une exoplanète par étoile. On a NE qui est le nombre de planètes potentiellement propices à la vie. Là aussi, on a une assez bonne estimation faite grâce aux données du satellite Kepler et on estime que 20% des exoplanètes se trouvent dans la zone habitable de leur étoile. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, on a FL. C'est la part de ces planètes où la vie apparaît effectivement. Le truc, c'est qu'on n'en sait rien, parce qu'on n'a jamais trouvé la vie. FI est la part de ces planètes où apparaît la vie intelligente. Parce que oui, la vie avant d'être ça, c'est avant tout ça. Et pour rappel, sur Terre, la vie est à 95% microbienne. FC est la part de ces planètes désireuses de communiquer. Là, comment dire qu'on n'en sait absolument rien. Et finalement, L est la durée de vie moyenne d'une civilisation. Étant donné qu'on n'a pas encore disparu, on ne sait pas combien de temps on va durer. Vous commencez à comprendre que cette équation est faite de termes dont on ne connaît absolument pas les valeurs. Alors pour les premiers termes, on fait d'assez bonnes estimations, mais pour les derniers termes, on peut mettre ce qu'on veut. Et c'est ça le problème. On peut tourner les résultats de cette équation à notre avantage. Si je suis une astrophysicienne optimiste, je vais prendre pour chaque terme une fraction proche de 1. Dans ce cas-là, on trouve 10 millions. 10 millions de civilisations dans notre galaxie. C'est énorme. Mais si je suis une astrophysicienne pessimiste, et disons-le, assez réaliste, eh bien je vais remplacer les termes par des fractions qui s'approchent de 0. Et là, les résultats ne sont pas les mêmes. On trouve 1. On serait dans ce cas la seule civilisation dotée d'une telle intelligence dans notre galaxie. Ça donne le vertige. En fait, cette équation a surtout été créée pour ouvrir le débat dans la communauté scientifique et attirer plus de monde, plutôt que répondre concrètement à la question. En conclusion, on ne sait pas vraiment. Il y a 30 ans, on découvrait la première exoplanète. Aujourd'hui, on en connaît presque 6000, dont une grande part seraient des planètes telluriques qui ressemblent à notre Terre, et dont une vingtaine se trouvent dans la zone habitable de leur étoile. Ça donne espoir. Et d'ailleurs, la directrice scientifique au siège de la NASA a déclaré « Cela nous donne l'espoir que quelque part, loin d'ici, autour d'une étoile comme la nôtre, nous puissions éventuellement découvrir une autre Terre. » On peut s'attendre à trouver de nombreuses formes de vie dans la galaxie, mais pas intelligentes. On peut même s'attendre à trouver une exoplanète abritant la vie avant la fin du siècle. Il ne faut pas oublier qu'on connaît seulement 6000 exoplanètes sur les centaines de milliards qui sont présentes dans notre galaxie. Et que des galaxies dans l'univers, il y en a des milliards de milliards. Peut-être que de nombreuses formes de vie sont déjà apparues dans notre galaxie mais qu'elles se sont éteintes depuis. Peut-être qu'il en existe mais qu'elles sont beaucoup trop loin pour nous contacter. Au final,
J'ai envie d'affirmer une chose, non, on n'est très certainement pas seul dans tout ce bourbier qu'on appelle communément la vie.